Vous connaissez, enfin, ceux qui ont vu la petite vidéo que j'avais mise sur les réseaux, j'avais commencé par un titre. Il y a des silences qui pèsent de plus lourd que 1000 cris, des regards baissés, des sourires forcés, des apparitions figées dans un bonheur de façade. Pendant des années, Alexandra Pastor a porté ce masque. Elle a souri aux caméras, elle a accompagné son mari lors de galas, elle a défendu leur couple devant les médias. Elle a tout fait pour préserver l'image, pour protéger leur intimité, pour donner à leurs enfants une illusion de normalité. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. Pour la première fois, la discrète et élégante épouse de David Hallyday accepte de parler. Et ce qu'elle révèle bouleverse. Derrière les photos parfaites, les vacances de rêve, les maisons de bord de mer et les tapis rouges, se cachait une réalité bien plus sombre, bien plus fragile. Une histoire d'amour devenue prison. Un conte de fées étouffé par les non-dits, les blessures, les absences. Alexandra ne cherche pas la vengeance. Elle ne cherche pas à salir. Elle veut comprendre, se libérer. Et peut-être aider d'autres femmes qui, comme elle, ont cru qu'aimer suffisait. Tout a commencé comme dans un rêve. Elle était jeune, brillante, issue d'une famille monégasque respectée. Lui, c'était David Hallyday, fils d'icône, artiste au regard mélancolique, déjà entouré d'un certain mystère. Leur rencontre a été fulgurante. Il y avait cette alchimie étrange entre eux, une douceur dans les gestes, une pudeur presque timide dans leurs échanges. Elle a cru, sincèrement, qu'ils seraient différents. Qu'avec elle, il pourrait poser ses valises, apaiser ses blessures d'enfance, reconstruire quelque chose de vrai, loin du chaos médiatique et de l'héritage pesant du nom Hallyday. Pendant les premières années, il y avait des rires, des projets, une complicité douce et rare. Mais peu à peu, le vernis s'est craquelé. Dans cette interview exclusive accordée à une journaliste de confiance, Alexandra parle avec une voix calme mais ferme. Ses yeux brillent d'une sincérité douloureuse. Elle n'accuse pas. Elle raconte, elle se raconte. Elle parle de cette sensation étrange d'être là sans vraiment exister. D'avoir renoncé, jour après jour, à ses passions, à ses envies, pour soutenir l'homme qu'elle aimait. Elle évoque les absences prolongées, les tournées qui s'éternisaient, les appels qui ne venaient plus, les silences de plomb à son retour. Elle parle de cette solitude dévorante qu'elle ressentait même à deux, de ces nuits où elle entendait les murmures du doute. Elle dit qu'elle s'est tue trop longtemps. Par loyauté, par peur du scandale, par amour aussi, parce qu'on ne lâche pas un homme qu'on croit encore pouvoir sauver. Et puis, il y a eu les rumeurs, les noms chuchotés dans les coulisses, les messages étranges, les regards échangés dans les soirées. Elle a entendu, bien sûr, mais elle ne voulait pas croire. Pas encore. Elle pensait que c'était la rançon de la célébrité, les exagérations d'un monde avide de drames. Jusqu'au jour où elle n'a plus pu détourner le regard. Les preuves étaient là. Pas de grandes trahisons spectaculaires. Non, plutôt des petits mensonges, répétés, des zones d'ombre, des absences d'explication. Elle dit qu'elle aurait préféré une vérité douloureuse à ces incertitudes empoisonnées. Mais il n'a jamais vraiment avoué. Il éludait. Il s'énervait. Il disait qu'elle était trop sensible, trop fragile, qu'elle se faisait des films. Et elle a fini par se taire, encore. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Alexandra raconte comment son sommeil s'est déréglé, comment elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, sans savoir pourquoi, comment elle avait perdu l'appétit, puis la joie, comment elle se regardait dans le miroir sans se reconnaître. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle devait partir. Pour elle, pour son fils, pour sa dignité. Ce n'était pas un caprice, ni une vengeance. C'était une question de survie. Elle dit que la séparation a été silencieuse, presque feutrée. Pas de cris, pas de bataille publique. Juste deux êtres qui s'éloignent irrémédiablement. Et pourtant, elle confie avoir espéré jusqu'au dernier moment. Espérer qu'il réagirait, qu'il se battrait, qu'il reviendrait. Mais il n'est pas revenu. Ou alors trop tard. Il lui a écrit, parfois. Il lui a dit qu'il était désolé. Mais les mots ne suffisaient plus. Ce qui l'a le plus blessé, dit-elle, ce n'est pas la trahison, ni même la solitude. C'est le doute, ce poison lent qui ronge tout, le doute sur l'amour qu'elle a reçu, le doute sur la personne qu'elle était devenue à force de faire semblant. Elle raconte avec émotion comment elle a dû se reconstruire morceau par morceau. Réapprendre à vivre pour elle, réapprendre à s'écouter, à dire non, à poser des limites.
Elle a repris ses activités, elle a revu ses amis, elle a pleuré. Beaucoup. Et puis un jour, elle a ri à nouveau. Vraiment. Sans culpabilité. Cette interview, elle ne l'a pas donnée pour faire le buzz. Elle n'en avait pas besoin. Elle vit discrètement. Elle ne cherche pas les projecteurs, mais elle voulait à Haïti que sa vérité existe quelque part. Pas pour nuire à David, non. Elle le respecte encore. Il reste le père de son enfant. Mais elle voulait redonner un sens à sa voix, briser le tabou, dire que même dans les familles célèbres, même dans les villas luxueuses, il peut y avoir des silences douloureux, des absences, des failles. Elle voulait dire qu'on peut aimer sincèrement quelqu'un, et pourtant souffrir, et surtout qu'on peut s'en sortir, qu'on peut choisir de vivre autrement. Aujourd'hui, Alexandra ne cherche plus à comprendre ce qu'il pensait, pourquoi il a agi ainsi. Elle n'attend plus d'excuses. Elle a refermé ce chapitre, même si les cicatrices resteront. Elle regarde l'avenir avec douceur, sans rancune. Elle parle d'un autre amour peut-être, d'un lien plus apaisé, mais surtout, elle parle d'elle. Enfin, ce témoignage a été reçu avec une vague d'émotions sur les réseaux. Beaucoup de femmes s'y sont reconnues. Des anonymes, des connues, elles ont salué son courage, sa dignité, sa lucidité. Alexandra a ouvert une brèche. Elle a osé dire que les femmes fortes peuvent aussi être blessées, qu'on peut tomber et se relever, qu'on peut se taire par amour, mais aussi parler par amour de soi. Et au milieu de tout cela, une question plane encore. David Hallyday, lui, que pense-t-il de cette confession publique? Va-t-il répondre? Va-t-il nier, se justifier ou simplement garder le silence? Pour l'instant, il n'a rien dit. Peut-être qu'il n'y a plus rien à dire, ou peut-être qu'il est, lui aussi, en train de reconstruire sa version. Mais ce n'est plus le sujet. Car aujourd'hui, c'est l'histoire d'Alexandra qu'on écoute. Une histoire de résilience, d'élégance, de vérité. Une histoire qu'elle n'a pas racontée pour faire mal, mais pour aller mieux. Et ça, personne ne pourra le lui enlever. Elle n'avait pas cherché à faire la une. Ce n'était pas son monde. Elle venait d'un univers feutré, discret, où les mots se pesaient, où les émotions ne se criaient en bas. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus pour défendre une image ou protéger une légende familiale. C'était pour elle, pour reprendre sa voix qu'elle avait perdue quelque part, entre les promesses non tenues et les regards absents. Et après cette première interview, quelque chose s'est ouvert. Les messages ont afflué. Des femmes, des hommes parfois, qui lui écrivaient pour lui dire qu'ils comprenaient, qu'ils avaient vécu la même chose. Certains avaient de même croisé David, l'avaient vu, ailleurs, dans d'autres bras. Elle ne répondait pas toujours, mais elle lisait chaque mot, chaque témoignage. Et lentement, la douleur se transforma en force. Car Alexandra n'avait pas tout dit. Elle n'en avait pas eu la force. Elle avait laissé certaines zones dans l'ombre, par pudeur, par respect pour leur fils, ou peut-être simplement parce qu'elle n'était pas encore prête. Mais les jours passaient, et la mémoire, elle, insistait. Des images, des sons, des phrases, tout revenait. Les nuits froides dans leur maison du Cap Ferret, où ils disparaissaient sans prévenir, les appels manqués, les visages croisés trop souvent dans les mêmes lieux, les mêmes hôtels. Il y avait eu cette chanteuse, d'abord, jeune, pétillante, qui avait fait les premières parties de certains de ses concerts. Alexandra l'avait vue une fois dans les coulisses, s'approcher trop près. Un geste, un regard, rien d'évident, mais suffisant pour qu'elle le sente. Elle avait interrogé David, il avait souri, nié, embrassé sa main. Elle s'était laissée convaincre. Puis ce fut cette attachée de presse, omniprésente, rieuse, familière, au point d'en devenir suspecte. Un jour, Alexandra trouva dans la veste de David un mot griffonné, à la hâte, sans signature. « J'aurais aimé que tu restes plus longtemps. Tu me manques. » Déjà, elle le montra. Il haussa les épaules. Une fan, sans doute. Elle voulait croire, encore. Jusqu'à ce dîner, dans un restaurant discret, où elle se rendit seule après avoir reçu un message anonyme. « Si tu veux savoir, viens ce soir, 21h. Table 8. » Elle hésita. Puis elle y alla. Elle le vit, de loin. Il riait. Il ne la vit pas. Il n'était pas seul. Elle ne fit pas de scandale. Elle rentra. Elle fit la valise. Pas pour partir, pour respirer. Elle alla chez une amie. Elle dormit 3 jours, sans parler. Juste le silence et les larmes. C'est là qu'elle décida qu'elle n'avait plus rien à sauver. Elle revint. Il ne posa pas de questions. Peut-être savait-il déjà. Peut-être s'en moquait-il.
Ils vécurent côte à côte encore quelques semaines, 2 étrangers dans la même maison. Elle apprit à détourner les yeux. Il évita les conversations. Un jour, elle lui dit simplement « Je pars, pour de vrai cette fois ». Il haussa les épaules. Elle ne pleura pas. La suite fut floue. Il y eut les avocats, les papiers, les termes techniques. Mais ce n'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de se regarder le matin et de ne plus savoir qui on est quand on n'est plus la femme de. C'est un vertige, une chute sans fin. Elle se souvient avoir marché longtemps, seule, dans les rues de Paris, sans but. Elle entrait dans des librairies, des galeries, des cafés. Elle écoutait les conversations des autres. Elle cherchait des traces d'elle-même dans les visages inconnus. Et puis un jour, un journaliste qu'elle connaissait depuis longtemps lui proposa une idée. « Et si tu racontais ton histoire pour aider, pour témoigner, pour t'alléger ?» Elle hésita, puis elle accepta. Pas un livre, pas un règlement de compte, un documentaire intime, sincère. On la verrait marcher, parler, cuisiner, penser. Rien d'artificiel, pas de maquillage, pas de mise en scène, juste elle, à nu. Elle parla longtemps. De l'amour, de l'usure, de l'abandon. Elle parla aussi de lui. Sans haine, juste avec la lucidité de celle qui a trop attendu. Le documentaire sortit sur une plateforme discrète. Et pourtant, il devint viral. Pas parce qu'il accusait, mais parce qu'il touchait. Parce qu'il disait ce que tant de femmes taisent. Et au milieu de cette vague, un nom revint, encore et encore. Celui d'une présentatrice très connue, élégante, charmante, brillante. Elle avait souvent été croisée aux mêmes événements que David. Alexandra s'en souvenait, une complicité trop naturelle, des rires complices. Elle avait écarté cette idée. Mais plusieurs sources, après la sortie du documentaire, confirmèrent qu'il y avait bien eu quelque chose. Discret, jamais officiel, mais réel. Alexandra ne réagit pas. Elle savait, depuis longtemps, elle n'avait plus besoin de preuves, ni de colère. Elle se concentra sur elle. Elle prit des cours de théâtre pour explorer les émotions. Elle voyagea seule, Italie, Grèce, Portugal. Elle redécouvrit la mer, le vent, le goût du silence. Elle commença à écrire, pas pour publier, juste pour vider son cœur. Elle rencontra d'autres femmes, d'autres histoires, et peu à peu, une idée naquit, créer un espace, un lieu, physique et virtuel, où les femmes pourraient venir déposer leurs mots, leurs douleurs, leurs espoirs. Elle appela cela le reflet, parce qu'on y retrouvait son visage, autrement. C'était beau, apaisant, et surtout, vrai. Et un jour, dans un café du Marais, un homme s'approcha. Il ne la reconnut pas tout de suite. Ils parlèrent. Il s'appelait Marc, architecte, divorcé. 2 enfants. Il aimait le jazz et la poésie. Il la regardait sans attente, sans savoir, sans passer à juger. Elle rit. Elle ne riait plus depuis longtemps comme ça. Ils se revirent. Un dîner, une promenade, un concert. Elle ne voulait pas retomber dans une histoire, mais il ne cherchait rien. Il proposait juste sa présence. Et cela suffisait. David, lui, réapparut dans les médias. Une tournée, un album, une interview où il parlait de passage de vie sans jamais nommer. Certains disaient qu'il regrettait, d'autres qu'il était soulagé. Alexandra n'écoutait plus. Elle avait cessé d'attendre des réponses de lui. Ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ne lui appartenait plus. Elle avait fermé la porte, doucement, définitivement. Et quand on lui demandait si elle était en colère, elle répondait non, juste fatiguée. Fatiguée d'avoir porté à 2 une histoire à sens unique. Fatiguée d'avoir été l'ombre. Mais aujourd'hui, elle était lumière. Pour elle, pour les autres. Et c'était tout ce qui comptait. L'histoire n'avait pas fini en conte de fées. Pas de réconciliation, pas de miracle. Mais elle s'était transformée en quelque chose de plus rare. En vérité. En renaissance. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus beau des dénouements. Elle aurait pu fuir, disparaître, prendre un autre nom, une autre ville, un autre souffle. Mais elle a choisi de rester là, au cœur du tumulte, debout, pas pour provoquer, pas pour défier, juste pour exister à nouveau, à sa manière. Alexandra Pastor n'était plus simplement la femme d'eux. Elle était devenue, au fil des mois, une voix, un visage, une présence que l'on écoutait. Et cela, elle ne l'avait pas cherché. Mais une fois que la lumière s'était posée sur elle, elle avait décidé de ne plus s'en détourner. Ce matin-là, alors qu'elle marchait dans les ruelles de Lisbonne, un vent tiède caressait ses joues.
Elle tenait un carnet dans la main, celui dans lequel elle notait depuis peu ses impressions, ses intuitions, des bribes de mémoire qui surgissaient sans prévenir. Elle y écrivait tout. Des souvenirs d'enfance, des pensées nocturnes, des phrases qu'on lui avait dites et qu'elle n'avait jamais oubliées. Ce carnet était devenu un compagnon discret, plus fiable que n'importe quel confident, car lui ne trahissait pas. Il recevait sans juger. Elle repensait souvent à cette première nuit sans lui. Pas sans douleur, mais sans crainte. Elle s'était endormie sans attendre un retour, sans guetter un message. Et au matin, quelque chose avait changé. Un poids en moins. Comme si son corps savait avant elle que c'était fini, que c'était enfin terminé. Mais terminer une histoire ne veut pas dire éteindre les échos. Il restait tant de zones grises, tant de choses qu'elle n'avait jamais osé demander. Était-ce de l'indifférence ou simplement de la fatigue? L'avait-il un jour aimé comme elle l'avait espéré? Elle n'aurait peut-être jamais les réponses. Et ce vide-là, elle devait apprendre à le regarder en face sans qu'il l'engloutisse. Il lui arrivait encore parfois de croiser des visages familiers, des gens de leur monde d'avant, des producteurs, des amis communs, des proches du clan Halliday. Certains détournaient l'un les yeux, d'autres l'embrassaient avec une chaleur soudaine, presque coupable. On lui disait souvent qu'elle avait beaucoup de courage. Mais elle savait que ce mot était un déguisement. Il masquait l'inconfort, le malaise de ceux qui préféraient les histoires parfaites. Elle n'en voulait à personne. On préfère toujours croire que les étoiles brillent sans ombre, et pourtant elle avait appris à aimer cette part d'ombre, à l'apprivoiser. Un jour, elle fut invitée à parler dans une conférence sur le silence des femmes dans les relations toxiques. Elle hésita. Ce mot, toxique, lui faisait peur. Trop fort, trop tranchant. Mais elle accepta. Et quand elle prit la parole, un frisson traversa la salle. Elle ne parla pas d'infidélité, ni de scandale. Elle parla du doute, de l'usure lente, de ces regards qu'on attend, de ces gestes qui n'arrivent plus, de ces mots qu'on ne dit pas mais qui blessent quand même. À la fin, une jeune femme s'approcha. Elle pleurait. Elle dit juste « Merci. Grâce à vous, je comprends que je ne suis pas folle. » Ce fut le moment où Alexandra sut qu'elle avait trouvé un sens à tout cela. Peu à peu, elle reprit goût à la création. Elle relança un projet qui lui tenait à cœur depuis des années. Un lieu d'écoute, de retraite, de paix pour les femmes qui sortent de relations brisées. Pas une clinique, un cocon. Un endroit où on pouvait se réinventer. Elle trouva un ancien monastère dans le sud de la France, le transforma avec délicatesse, invita des thérapeutes, des artistes, des écrivaines. Elle l'appela « La Clarté ». Ce lieu devint un havre pour beaucoup. On y venait sans bruit, on en repartait changé. Pendant ce temps, la presse continuait de spéculer sur David. Une nouvelle compagne, une vie à Los Angeles, un projet d'album introspectif. Alexandra ne lisait plus rien, elle ne vivait plus en fonction de ce qu'il faisait. Mais un jour, une lettre arriva, écrite de sa main, sobre, humaine, sans détour. Il y parlait de regret, d'aveuglement. Il disait qu'il n'avait pas su, qu'il n'avait pas vu sa douleur. Elle lut la lettre 3 fois. Elle pleura, puis elle l'arrangea. Elle ne répondit pas par mépris, par choix. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire, le reste lui appartenait. Un soir, dans les jardins de La Clarté, elle s'assit seule sur un banc de pierre. Le ciel était rose, l'air tiède. Marc, l'architecte rencontré des mois plus tôt, vint s'asseoir près d'elle. Ils ne se dirent rien, mais leur silence était habité. Il lui prit la main. Elle sourit. Elle n'était pas amoureuse, pas encore. Peut-être jamais comme avant, mais elle était là, présente, vivante, et c'était déjà énorme. Les mois passèrent. Elle accepta de participer à un film documentaire réalisé par une jeune femme brillante. Pas un film sur son passé. Un film sur les renaissances. On y suivait plusieurs femmes. Alexandra n'était pas le personnage principal. Elle était une voix parmi d'autres. Et cela lui allait parfaitement. Elle croisa de nouveau le nom de David, dans un article sur l'héritage artistique de Johnny, les querelles juridiques, les tensions familiales. Elle n'en fit rien. Elle savait que cela ne la concernait plus. Son monde était ailleurs désormais. Elle avait appris à vivre sans bruit. Et parfois, dans ce silence retrouvé, elle entendait enfin ce qu'elle voulait vraiment. Un matin d'automne, alors qu'elle arrosait les plantes de sa terrasse, son fils arriva en courant. Il lui lut un poème qu'il avait écrit à l'école. Il parlait d'une femme forte, d'un arbre qui plie mais ne rompt pas.
Elle le prit dans ses bras. Et dans ce geste, elle sentit que tout ce chemin n'avait pas été vain. Le soir, elle alluma une bougie. Elle ouvrit son carnet. Et pour la première fois, elle écrivit ces mots. « Je ne suis plus la blessée. Je suis la femme debout. » Le carnet s'étoffait. Page après page, il devenait un miroir de son âme, un recueil d'émotions tantôt douces, tantôt brûlantes. Alexandra Pastor écrivait chaque matin, presque comme un rituel sacré. Elle notait les odeurs du café, la texture du silence à l'aube, mais aussi ses pensées enfouies qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Elle n'écrivait plus pour comprendre David, ni pour se justifier. Elle écrivait pour continuer à vivre, pour ne pas sombrer, pour s'offrir une vérité qui n'aurait jamais besoin d'être défendue devant qui que ce soit. Depuis l'ouverture de la Clarté, ce lieu de refuge qu'elle avait créé dans l'arrière-pays provençal, elle recevait chaque semaine des lettres de femmes. Certaines venaient, d'autres restaient anonymes. Une jeune avocate racontait comment elle avait vécu dans l'ombre d'un homme politique pendant 7 ans, toujours à faire profil bas. Une mère de 3 enfants décrivait le silence glacial d'un mari absent, les nuits sans sommeil, la peur de l'abandon. Alexandra lisait chaque mot. Parfois elle répondait, parfois elle pleurait en silence. Mais jamais elle ne se sentait seule. Elle formait une constellation de vies brisées, recomposées, vibrantes. Elle commença à animer de petits cercles de parole à la Clarté. Des femmes assises en cercle, une bougie au centre. Aucune obligation de parler, juste le droit d'exister. Certaines murmuraient, d'autres criaient. Il y avait des sanglots, des silences, des éclats de rire inattendus. Elle apprit que la parole, même chuchotée, est une forme de résistance. Et dans ces instants suspendus, elle découvrit qu'elle aussi avait encore des choses à dire. Non plus sur David, mais sur elle, sur l'amour, sur l'illusion du contrôle, sur la beauté de l'imperfection. Marc, l'architecte qu'elle avait rencontré 1 an plus tôt, était resté présent. Discret, bienveillant. Il venait parfois partager un repas, aider à réparer une porte, écouter une musique avec elle. Ils ne vivaient pas ensemble. Ils ne s'étaient pas promis quoi que ce soit. Ils s'étaient choisis dans le présent, sans exigence de lendemain. Et pour Alexandra, c'était peut-être la première fois qu'un lien ne s'écrivait pas dans la peur de perdre. Elle comprit alors que l'amour le plus vrai est celui qui ne réclame pas, mais qui offre. Un jour d'hiver, alors qu'elle marchait le long des falaises de Cassis, elle croisa une vieille femme assise seule sur un banc. Elle portait un chapeau bleu ciel et tenait un livre fermé sur ses genoux. Alexandra s'arrêta. Elles échangèrent quelques mots. Puis la femme lui dit simplement « On ne guérit jamais de l'amour, mais on apprend à ne plus en dépendre. » Cette phrase resta longtemps en elle. Elle la nota dans son carnet, en lettres capitales. Et ce jour-là, elle cessa de chercher des explications au silence de David. Ce n'était plus son rôle. Ce fut aussi l'année où leur fils, devenu adolescent, lui posa la question qu'elle redoutait. « Pourquoi tu es parti ?» Elle le regarda longtemps, puis elle lui répondit, sans haine, sans peur, parce qu'à la fin, il ne restait plus de place pour moi. Il baissa les yeux, puis la prit dans ses bras. Il ne demanda rien de plus, et elle comprit que l'héritage qu'elle lui laisserait ne serait pas fait de rancune, mais de vérité, de respect de soi, de choix assumés. Elle retourna à Monaco pour la première fois depuis la séparation. Les rues avaient la même odeur, mais elle avait changé. Elle salua des visages familiers, sentit parfois les murmures derrière elle. Mais cela ne la touchait plus. Elle n'était plus cette femme qui avait peur de déplaire. Elle était cette femme qui marchait droite, ancrée, en paix. La Clarté grandit. On lui proposa de l'exporter dans d'autres pays. Elle refusa. Ce lieu n'était pas une franchise, il était unique, comme chaque femme qui y entrait. Mais elle accepta de faire un podcast, un espace d'écoute. Chaque semaine, elle y invitait une femme à raconter, pas seulement des douleurs, aussi des renaissances, des moments de grâce, des inattendus heureux. Le succès fut immédiat. Et une chose la frappa. Ce que les gens aimaient, ce n'étaient pas les drames. C'était la sincérité, le droit à la fragilité, le courage de l'ordinaire. Un soir, elle reçut un message inattendu. Une chanteuse, autrefois soupçonnée d'avoir été proche de David, lui écrivait. Pas pour se défendre, pas pour nier, juste pour dire qu'elle aussi avait été abîmée par des attentes irréalistes, par l'image, par les faux-semblants. Alexandra lui répondit. Quelques mots, pas de colère, pas d'amitié non plus, juste un lien humain, simple, et ce lien suffit à la libérer encore un peu plus. Puis arriva ce qu'elle n'avait pas prévu. Une demande d'interview,
de David lui-même. Il préparait un documentaire autobiographique. Il voulait inclure une partie sur leur relation. Il souhaitait l'interviewer. Pas pour se justifier, disait-il, pour comprendre. Alexandra hésita. Longtemps. Puis elle dit non, pas par vengeance. Parce que sa voix, désormais, n'avait plus besoin de passer par lui pour exister. Elle n'était plus un chapitre de sa vie. Elle était son propre livre. Et le printemps revint. Les fleurs, les rires, les projets. Elle écrivit un essai, rassemblant des fragments de son carnet. Le titre était simple « Je me suis choisi ». Il fut publié en silence, sans battage médiatique. Mais il trouva son public. Des femmes laissèrent des lettres dans sa boîte aux lettres. Des hommes aussi. Certains lui disaient qu'ils avaient-y compris, grâce à elle, ce qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Et alors qu'elle célébrait son anniversaire entourée d'amis, son fils lui offrit un collier fait de pierre qu'il avait lui-même poli. Sur le pendentif, un mot gravé « Force tranquille ». Elle sourit. C'était exactement cela. Elle n'était plus en guerre. Elle ne voulait plus gagner ou avoir raison. Elle voulait aimer. Pas comme avant. Mieux, plus librement, plus simplement. Dans les derniers instants du jour, elle s'assit dans le jardin. Le ciel était doré. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle avait été. La jeune fille rêveuse, l'épouse silencieuse, la mère inquiète, la femme en fuite, la survivante. Et enfin, cette femme-là. Celle qui n'attendait plus qu'on la regarde pour se sentir exister. Et elle comprit que la vraie victoire, ce n'était pas d'avoir tourné la page. C'était d'avoir écrit, mot après mot, une suite que personne n'attendait, mais dont elle seule détenait la clé. Et si son histoire vous a touché, bouleversé ou simplement inspiré, n'oubliez pas que derrière chaque silence se cache une force insoupçonnée. Alexandra n'a pas seulement survécu, elle a choisi de renaître. Comme elle, d'autres femmes méritent qu'on entende leur voix. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits intimes, profonds, vrais. Et surtout, n'oubliez jamais que le courage commence là où naît la vérité.